Salut, c'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé en podcast, audio et puis en vidéo également sur la chaîne YouTube de Monde Numérique avec des pointures du secteur. Comme chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir mes éternels camarades et fidèles amis. Tout d'abord, François Sorel, BFM Business Tech & Co à Paris. Salut François. Salut Jérôme, salut Bruno. Salut François. Il est là. Très heureux de vous retrouver les amis. Ah ouais. On est ravis également. De même pour toi, Bruno Guglielminetti, à Montréal, du podcast Mon Carnet. Ça va, Bruno? Heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'il y a plus de Nord-Américains aujourd'hui que d'Européens. Ouais. Je sens la balance du pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un déséquilibre transatlantique là. Vous êtes, on est tous les deux sur le même continent. On est tous les deux sur le même continent. Moi, je garde l'Europe. Franchement, on est heureux de t'accueillir en Amérique du Nord. Bon, exactement, puisque Bruno, tu es à Montréal, comme je l'ai dit, et puis moi je suis à New York pour exceptionnellement cette fois-ci. Mais on fait comme si on était tous ensemble. Donc on va parler cette semaine, enfin ce mois-ci, si vous êtes d'accord, un petit peu des temps forts du mois écoulé. Alors moi j'ai noté sur ma checklist Apple, il s'est encore passé des choses du côté de chez Apple. D'abord des bonnes choses, les 10 ans de l'Apple Watch. On va parler aussi un peu du Vision Pro, peut-être de Siri, mais enfin on en a beaucoup parlé le mois dernier. Et puis on parlera bien sûr d'intelligence artificielle. Alors là évidemment ça n'arrête jamais. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Eh bien la création d'images, la création de musique, OpenAI qui veut maintenant son navigateur, qui veut son réseau social, qui a des ambitions démesurées. Et puis si ça vous va, on terminera on commencera même par des petits coups de cœur et des petites choses et des petites anecdotes un peu personnelles, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles puisqu'ils nous suivent régulièrement tous les mois. Donc, avec ce menu, eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir et je donne le coup d'envoi pour ce grand débrief, c'est parti. Bienvenue dans le grand débrief de Monde Numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Comment ça se passe pour vous, chers amis? Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Je sais que François a vécu sa petite fibre people a vibré, puisqu'il a fait une rencontre quand même qui doit marquer un homme, j'imagine, sur toute la génération. Il faut que tu nous racontes ça. Je pense quand même qu'on peut commencer par ça, François. Ça vaut la peine. Tu as rencontré Michel Polnareff ce mois-ci, cette semaine, là, tout récemment. C'est vrai. Et franchement, quelle surprise de rencontrer ce chanteur. Alors, mais François, avant de rentrer dans l'entrevue, moi, je veux savoir, c'était dans ton salon, cette entrevue-là? J'ai vu le décor, il était sublime. C'était où? Alors non, c'était pas dans mon salon. Okay. C'était plutôt ancien. C'était à Versailles. Okay. Dans la salle Clémenceau. En toute simplicité. Qui est dans l'hôtel Trianon de Versailles, qui est un palace, en fait, où Michel Polnareff vivait, passé quelques jours. D'accord. Cool. Voilà, là, je vous raconte un petit peu les. Non, mais c'est ça qui nous intéresse. Mais il a raison, bien sûr. Regardé, vous savez, Polnareff adore les hôtels. Et son précédent album, il avait réalisé, son précédent album, non, un album qui était sorti à la fin des années 80. Il avait vécu un an dans un hôtel. Exactement. Au Royal Monceau, des centaines de jours au Royal Monceau. Pour exact. Brainstormer, écrire ses chansons, etc., parce que vous le savez sans doute, il ne vit pas en France. Ce monsieur, il vit à Los Angeles. Voilà. Et donc là, il est en promo en ce moment en France. Promo parce qu'il sort un nouvel album qui s'appelle Un temps pour elle. Qui est une bonne surprise d'ailleurs, musicalement. Moi, je l'ai écouté, je le trouve plutôt. Alors, c'est du Polnareff tout craché, mais moi, si on aime les mélodies, Polnareff.
Enfin, alors écoute, j'ai adoré Paul Naref pendant toute ma jeunesse. Et vraiment prends le temps, écoute-le. Je sais que tu vas reprendre l'avion là pour rentrer. Ouais. Écoute-le, il est pas mal du tout. Donc, il fait la promo de son album et puis surtout, il entame une série de concerts un peu partout en France, là dans les semaines et les mois qui viennent. Ouais, mais c'est pas pour ça que tu le rencontrais. Ouais. Il est âgé quand même, Michel Polnareff, aujourd'hui. Il faut bien le dire, François. C'est un vieux monsieur. Oui. Il a 80 ans. Ouais, mais il les fait pas. Il les fait pas, non, c'est vrai qu'il les fait pas. Il est toujours passionné par la musique. Et en fait, moi, je l'ai reçu parce que c'est vrai que le recevoir... oui, pourquoi c'est vrai, qu'est-ce qu'il faisait chez toi? Parce que tu n'as pas repris les émissions de Michel Drucker. Non, pas encore. J'y travaille. Ouais. J'y travaille, mais il est indéboulonnable, Michel Drucker. Je pense que il partira après nous. Non. En fait, dans Tech & Co, moi, j'aime bien faire de temps en temps des petits pas de côté et de recevoir des personnalités qui n'ont pas forcément a priori un rapport avec la tech, mais qui, malgré tout, en ont un petit. Et j'avais reçu Jean-Louis Aubert il y a quelques semaines de cela. Et il se trouve que j'ai eu la proposition de Warner de recevoir Michel Polnareff, parce que Michel Polnareff est un personnage qui, au-delà du fait d'être haut en couleur, est quelqu'un qui est passionné de tech depuis de très nombreuses années. Et quand on réécoute l'interview et quand on s'intéresse un petit peu à ce qu'il a fait, l'un des tout premiers sites de chanteurs français, c'était le Polnaweb. On en parlait avec Bruno d'ailleurs dans Tech & Co, parce que tu t'en souvenais aussi, Bruno, tu avais suivi ça de près. C'était en 96. Rappelez-vous, 96, c'était vraiment les balbutiements de l'Internet. Il n'y avait pas de haut débit. Enfin, voilà. Vous aviez encore le Minitel. Exact. Il y avait le Minitel. Et Polnareff avait créé son propre site web pour pouvoir discuter avec sa communauté. Il mettait des petites vidéos en ligne. Alors, imaginez les vidéos en 96. C'était vraiment des timbres-poste avec 3 images par seconde. Mais il s'en souvient. Il nous raconte ça. Voilà, on parle aussi de Goodbye Marilou, qui est une chanson qui a été inspirée par le Minitel, parce qu'elle a été conçue, écrite en 88, 89, et on était à la grande époque du Minitel, donc il était déjà un peu connecté, en quelque sorte. Et puis, surtout, il est venu nous présenter en exclusivité pour BFM Business son avatar. En fait, il a sorti un avatar que vous pouvez retrouver sur le site de Polnareff, Polnaweb. Vous cliquez dessus, vous lui posez des questions, vous pouvez lui parler, un peu comme ChatGPT finalement. Sauf que c'est Polnareff qui vous répond. Et c'est sa voix. C'est ses intonations. Et c'est son background, et c'est sa vision, etc. Oui, tu vois, en fait, ça a été fait avec Eleven Labs, etc. Ils ont numérisé sa voix. Il y a du Microsoft Azure, il y a du ChatGPT à l'intérieur. Enfin, voilà. Ils ont réussi à créer un avatar de Polnareff qui est assez bluffant, je trouve, et qui marche bien. Alors, il marche mieux à l'oral qu'en vidéo, parce que, en fait, en vidéo, on a aussi un avatar de Polnareff qui, je trouve, est un peu moins bien réussi. Mais franchement, c'est assez intéressant. Il est venu nous raconter tout ça avec le patron de la start-up qui a développé ça, qui s'appelle Com.AI, et qui a travaillé, on va dire, étroitement avec Polnareff. Et ce qu'il t'a dit, et ce qu'il t'a raconté tout le bien qu'il devait penser du pillage des chansons et de la musique par les outils d'intelligence artificielle. Eh ben, tu sais quoi, tu me connais. Je l'attendais au tournant. Je lui ai diffusé une chanson que j'avais faite par Suno, qui était à la manière voilà, à la manière de Polnareff, etc. Et il a dit, franchement, c'est pas mal. Mais il dit, bon, moi, je suis de la vieille école, je peux pas me servir de ces technologies-là. Et voilà. Enfin, il a pas été très virulent là-dessus. Je pense que bon, bah, tu vois, sa carrière est derrière lui. Ouais, lui, il est à l'abri. Il va pas se faire filer. Voilà. Mais en écoutant ton entrevue, François, et puis en pensant à son avatar, je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un ou qui sera le premier à utiliser son avatar pour faire une nouvelle œuvre en son nom? Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que son avatar peut chanter? Il m'a dit que non pour l'instant, mais qu'ils y travaillaient. Donc, à voir. Je pense que... Faire un concert comme Michael Jackson? Non, mais là, ce serait d'original, là. Ouais, ça veut dire que tu pourrais lui faire faire de nouvelles chansons en mettant Jérôme et François. Et puis, oui, mais le truc que je vois qui est un peu négatif, c'est que finalement, ça serait pas du Polnareff.
ça serait de l'AI Polnareff. Est-ce qu'il validerait, est-ce que son avatar validerait en fait ses chansons? C'est ça la question. Et c'était ça ma question, suite à sa réponse. Ouais. Mais après, je lui ai posé une question concernant son avatar et la postérité. Il est très heureux que son avatar lui survive, en quelque sorte. Et ça pose plein de questions assez vertigineuses, quand même. Hein. Enfin, voilà, même pour nous, finalement. Donc, voilà, interview à retrouver sur BFM Business dans Tech & Co. Cool. Ouais. C'est cool, merci beaucoup. Ouais. Merci. Ouais, il était vraiment super. Ah, Polnareff, quel mélodiste. J'adore. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais que j'étais tout, j'avais plein de tracks, quoi. Le fait de rencontrer Polnareff, c'était, parce que comme Jérôme, moi j'adore Polnareff. Ouais. Je connais par cœur des plein de chansons. Donc c'était assez impressionnant. Et c'est drôle, hein, parce que c'est un des rares chanteurs français de cette époque-là qui n'a pas du tout percé ici, au Québec. Ah ouais? C'est fou, hein, quand même. Et pourtant, c'est la langue française dans toute sa splendeur, en plus. Oui, tout à fait. Mais ça n'a jamais... Il n'a pas été diffusé sur les radios, je pense. C'est ça. Et voilà. Alors que c'est paradoxal, il vit aux US, hein, c'est ça. Enfin, c'est assez étonnant. Attention à ce que tu dis, François, parce que les US, c'est pas le Canada, tu sais que... Les US, c'est pas le Canada. Tu vas nous l'énerver. Tu vas nous l'énerver, notre Bruno. Sur le continent, on va dire. Moi, je quitte. Si vous faites, moi, je quitte. Anecdote, je trouve ça drôle quand même, parce que c'est pas le Canada, c'est vrai, mais vous n'êtes pas traité comme les autres ici aux États-Unis, Bruno. Mais oui, il y a des, surtout dans les aéroports, il y a des panneaux Canada partout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la même enseigne, vous êtes à la même enseigne que les Américains. Vous avez droit parce qu'il y a encore 4 mois, on était de très, très, très grands alliés, grands amis. Voilà. Vous avez, il y a les fils pour les visiteurs américains et canadiens, et puis il y a les autres, la poubelle du monde là. Mais, toi et moi, quoi, Jérôme. Exactement. Mais rassure-toi, Jérôme, ceux qui font la queue pendant 1 heure pour l'immigration. Ouais, mais le prochain voyage que tu vas faire, tu vas voir les panneaux canadiens vont être. Ils seront enlevés, tu crois? Non, ne dis pas ça. Bon, allez, revenons à la tech, parce que c'est un peu, évidemment, l'esprit de cette émission. Comme d'hab, j'ai envie de dire, on va parler d'Apple, parce que c'est notre phare dans la nuit de la tech. Tiens, et puis une petite séquence nostalgie également. J'avais envie qu'on commence par évoquer les 10 ans de l'Apple Watch. Alors, je sais que encore François, tu en as beaucoup parlé. Tu as fait une émission spéciale sur Tech & Co. Bruno en a parlé aussi, moi aussi un petit peu. Mais on va pas refaire toute l'histoire de l'Apple Watch, mais s'il y avait une chose qu'il fallait retenir, selon vous, ce serait quoi? Est-ce que vous êtes utilisateur de ça? Pas François, il met pas de montre, donc la question elle est vite répondue. Et Bruno, toi t'es... Non, toi t'es l'Apple Watch, Bruno. Toi t'es Apple Watch. Ouais. Donc ça, moi je suis très Apple Watch aussi depuis toujours, et je trouve que quand tu mets la main là-dedans, c'est le cas de le dire. Mais c'est difficile de la retirer. Tu peux plus la retirer. Tu peux plus la retirer. Mais voilà, je sais pas. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est le truc qui, parce que c'est un peu discret, c'est presque, c'est pas un sous-produit, mais c'est pas l'iPhone. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ce qui marque le plus la réussite d'Apple, ce truc-là, non? C'est devenu un symbole avec le temps. L'idée, quand on regarde les parts de marché qu'ils ont au niveau des montres branchées, mais même au niveau des montres en général, il y a eu dans le monde de la montre, il y a eu 2 grandes révolutions. À un moment donné, il y a eu Swatch en Suisse qui a pris le marché par surprise, et puis après, il y a l'Apple Watch. Et quand on parle à des gens, des Suisses dans le monde de l'horlogerie, c'est un monstre, c'est l'empire, c'est le pire qui pouvait leur arriver. Mais ils sont arrivés avec un produit qui parle aux gens, et de plus en plus, ils sont très habiles chez Apple. De plus en plus, ils sont en train de miser sur la e-health, la e-santé, et c'est ça qui fait la différence. Puis pourtant, Huawei a une très bonne montre. Je pense à TCL a du matériel comme ça. OnePlus a une montre formidable qui m'a presque fait enlever mon Apple Watch. Mais c'est quand même ça, et il y a une intégration avec le reste de l'environnement qui est bluffante. Ouais, exactement. François? Non, mais je suis d'accord avec Bruno. C'est vrai que 10 ans déjà, ça passe tellement vite. 2015, on se souvient. Moi, je me souviens, Jérôme, on était allé chez Colette
Je sais pas si tu te souviens. Oui, le magasin, cette boutique un peu branchouille. Rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Là, Exactement, parce que Apple avait décidé de présenter son Apple Watch en avant-première chez Colette à l'époque. Et on regardait ça, nous, avec nos petits yeux de geek écarquillés, incroyables. Et on n'imaginait pas à quel point ça allait avoir un impact dans le quotidien de beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la e-santé, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans l'Apple Watch. Apple communique beaucoup là-dessus. Ouais. Des personnes dont la vie a été sauvée grâce à l'Apple Watch parce qu'ils avaient des problèmes cardiaques ou parce que ils sont tombés lors d'une randonnée et que la montre a appelé automatiquement les secours. Enfin, il y a plein d'anecdotes qui sont saisissantes comme ça. Parce que franchement, quel est le produit high-tech le plus impressionnant quand il sauve des vies? C'est fou. Enfin, je veux dire, incroyable. Et moi, je pense que l'avenir, ça va être si tu veux, le couper le cordon. Alors, on peut le couper le cordon déjà, puisque la montre est 4G, etc. Mais je soupçonne Apple de vouloir petit à petit donner une autonomie à l'Apple Watch. Tu vois, et surtout quand on est de besoin plus de l'iPhone pour avoir toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch. C'est ça. Ouais. Et malgré tout, tu te fais une petite détox numérique. Parce que comme tu n'as pas un grand écran, tu peux pas scroller toute la journée ton Instagram. T'as pas énormément de batterie, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves avec l'essentiel de la connectivité et de comment dirais-je, des besoins que tu peux avoir. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'Apple va aller dans cette direction. Mais ça, c'est un truc, puis c'est important, François, ce que tu dis, comme d'habitude d'ailleurs, mais c'est de voir aujourd'hui, et c'est ça, je trouve ça navrant, c'est la dépendance encore aujourd'hui de la montre par rapport à un iPhone ou un iPad. Ça te prend absolument cet outil-là pour la faire fonctionner. Et le jour où ils vont la détacher, où ils vont vraiment couper le cordon ombilical, donc ça pourra permettre aux gens qui sont dans l'écosystème iOS, mais aussi aux gens qui sont dans l'écosystème Android, de pouvoir l'utiliser. Là, j'ai l'impression que les ventes vont partir encore vers d'autres sommets. Ouais, le seul problème, c'est l'autonomie. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a une toute petite batterie et écoute, voilà. La Watch Ultra, elle tient 48 heures. Hein. Moi, je la recharge un jour sur deux, en fait. C'est vrai. Mais toi, Jérôme, la montre? Moi, je trouve que la montre connectée d'une manière générale, que ce soit Apple ou d'autres finalement, pour moi, c'est comme le podcast. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui ne l'utilisent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui n'écoutent pas de podcast. Il y a 45% des Français qui n'écoutent pas de podcast. Honte à eux, non mais j'ai une pensée pour eux. Ça déjà je ne comprends pas. Et pour moi c'est pareil, je comprends pas qu'on n'utilise pas une montre connectée. Je veux dire avec tout ce que ça apporte en termes évidemment de la santé, puis avant la santé t'as la couche on va dire bien-être, le tracking du sommeil, etc. Je pense qu'on est loin des débats du début qui étaient ah oui mais moi je n'ai pas trop envie quand même qu'on vienne me dire si j'ai bien dormi, je n'ai pas besoin d'un appareil pour me dire ça, je le sais, c'est faux, c'est pas vrai. Le nombre de pas que tu fais, enfin il y a plein de métriques super intéressantes. Donc voilà, ça me surprend que effectivement. Et puis c'est dans le quotidien. Maintenant, c'est fou. Quand on rencontre des médecins, que ce soit le médecin de famille ou des spécialistes, le nombre de médecins maintenant qui montrent en voyant la montre. Est-ce que je peux accéder à votre application sur le téléphone? Ah mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que si c'est comme ça chez toi, bravo. Parce que parce qu'en France c'est pas comme ça. On n'en est pas encore là. Hein. Ah ben c'est dommage. Ah ouais. Non, les médecins, c'est pas les plus avancés. Hein. De toute façon, en tech, il faut bien le dire, ça n'a jamais été les plus à la pointe. Et là, en fait, ils voient l'Apple Watch, c'est toujours oui, c'est sympa, mais enfin, ça vaut pas du matériel médical, vous comprenez. Après, je pense que tout dépend. Tu vois, tu peux tomber sur des cardio geeks un peu férus de nouvelles technologies qui s'intéressent à tout ça et qui auront un discours un peu différent, tu vois. Mais ce sera mais c'est vrai que voilà, c'est deux chapelles qui s'affrontent. Hein, Les autres sont encore à 36-15 médoc. Bon, ça c'est l'Apple Watch. Et pendant ce temps, alors il s'est passé plein de trucs chez Apple aussi ce mois-ci, c'est notamment de la réorganisation parce qu'il y a Siri qui, on en parlait le mois dernier, ça va pas très fort, on va pas refaire le film, mais donc ils ont l'air de vouloir prendre les choses en main. Apparemment, Tim Cook a tiré la sonnette d'alarme, il a pris une partie de l'équipe du Vision Pro pour aller chapeauter Siri, donc un certain Mike Rockwell.
qui est, paraît-il, un super organisateur et qui va recadrer tout ça. Est-ce que, selon vous, ça va relancer Siri et est-ce que ça va pas un peu dépoiler le Vision Pro? Pardon pour l'expression, mais c'est pas très vulgaire non plus. On voit bien ce que tu veux dire. Ouais. D'autant plus que c'est mardi de cette semaine, dans mon bulletin 120 secondes de tech, je revenais sur la fameuse histoire là, de paire de lunettes où il y avait une information qui circulait comme quoi Apple avait jeté le projet puis finalement il ne touchait plus à ça. Ben non, Bloomberg cette semaine a reconfirmé exactement que ça revient. Ils ont et ça, ben, moi, j'ai l'impression que le Vision Pro, s'il se fait dépoiler un peu, ça va être au bénéfice des lunettes. Mais les lunettes, bon, c'est pas cette année, puis c'est pas l'an prochain. Mais moi, j'ai l'impression que il voit bien le succès que Meta a avec ses Ray-Ban. Il est là, le marché. Là, après j'ai l'impression que Vision Pro, s'il perd des poils, ça va être à cause de ça. Puis, ben, vous avez vu que Apple, alors je sais pas, il y a une rumeur aussi qui est sortie il y a quelques heures, comme quoi Apple sortira un nouveau Vision Pro, beaucoup plus abordable dans les mois qui viennent. Ça fait un petit moment qu'il y a ça. Bah oui, ce serait bien. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue que toutes ces grandes boîtes, que ce soit Apple, Meta, Google, etc., ils travaillent tout le temps sur des tas de projets en parallèle. Donc en fait, quand on dit oui, ça y est, Apple fait des lunettes, mais bien sûr qu'ils sont sur les lunettes, et bien sûr qu'ils étaient sur la voiture, ils testent tous plein de trucs, et chez Meta, c'est pareil. Là, je vais chez Meta tout à l'heure, tiens, pour ne rien vous cacher. Je pense pas que j'aurai accès à des secrets d'État, mais c'est marrant de voir que quand on discute avec les gens, ils ont tous une équipe lunettes, une équipe VR, une équipe AR, une équipe machin. Ils sont tous sur tous les projets du moment. Et puis après, ils font le tri, ils se spécialisent, etc. C'est vrai que les lunettes, en tout cas, Meta s'en sort pas mal. Ah ouais. Et puis vous avez vu la mise à jour. Alors vous, aux États-Unis, vous l'avez depuis un moment, mais en Europe, ça y est, enfin, on a accès à toute la puissance de l'IA de Llama sur les lunettes Meta et notamment la reconnaissance de caractères, d'objets, etc., la traduction en temps réel. Donc ça a mis du temps, mais c'est arrivé et voilà, c'est cool pour nous Européens. On est au niveau maintenant des Américains, quoi. C'est et bien. l'Apple Intelligence, c'est pas encore là. Et Apple Intelligence, alors il est un peu là sur quelques fonctionnalités, mais c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un Tim Cook. Écoute, moi j'utilise beaucoup la gomme magique en ce moment sur les photos. mais ok, tu vas me dire ça existe depuis 50 ans, mais sauf que là c'est le bouton sur l'appli machin. Et c'est tellement bien intégré. C'est tellement bien comme intégré. toujours avec Apple. Et voilà. C'est tellement bien intégré. Bien sûr. C'est ça le truc. Il faut être patient, c'est tout. Ouais. Bon, alors la transition est toute trouvée pour parler, chers amis, d'intelligence artificielle, puisque on parle d'Apple Intelligence. Bruno, quel talent. Là encore, il s'est passé plein de choses cette semaine, et moi j'aimerais bien avoir votre avis sur les ambitions démesurées d'OpenAI, qui donc a fait savoir qu'ils voulaient se transformer en réseau social. Ils veulent racheter le navigateur Chrome. Ils viennent de lancer un truc de shopping, un moteur de recherche de shopping. De magasinage, comme on dit en Amérique du Nord. Voilà, de magasinage, comme vous dites chez vous. Mais nous, on a inventé quel coup quand même. Mais voilà, ChatGPT. Quel coup. C'est vrai. En fait, c'est le quel coup powered by AI, finalement. C'était Pierre Chapaz. Tu te rappelles ? Le papa de l'actuel secrétaire d'État au numérique, Clara Chapaz. Évidemment. Tout à fait. Ça rajeunit personne, ça. Et donc voilà, OpenAI, toujours au sommet de la vague. Est-ce que c'est vraiment le nouvel Apple, ce OpenAI aujourd'hui ? Le nouvel Apple, non. Mais alors effectivement, tout réussit à OpenAI et tu vois qu'ils ont une espèce ils s'imposent un rythme effréné d'innovation, de marketing, de communication qui est impressionnant. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas d'innovation OpenAI, en fait. Et tu sens qu'ils ont faim. Tu sens qu'ils ne lâchent pas l'affaire et qu'ils sont hyper dynamiques. Mais pendant ce temps-là, ils brûlent énormément de cash. On en parle de temps en temps dans Tech & Co. C'est une boîte qui, aujourd'hui, n'a pas véritablement de modèle économique. Voilà, alors ils lèvent des milliards, ils sont valorisés. Ils ont un produit. C'est l'abonnement. Avec des abonnements, c'est l'abonnement, c'est tout. Oui, après, ils ont sans doute aussi les contrats avec les grosses boîtes, des entreprises, etc., pour fournir leurs solutions. Mais ça suffit pas.
Ça suffit pas. Et je pense que OpenAI se cherche le meilleur exemple à mon avis, c'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est cette possibilité de faire du shopping avec OpenAI, tu vois. Donc tu t'es plus obligé de taper sur ton site, enfin sur ton clavier, je sais pas moi, si tu vas aller faire tes courses, etc. Là, tu dictes tes courses, tu en parles de manière naturelle, comme tu le fais avec ChatGPT, et lui, paf, il va aller sur le site que tu as choisi, remplir ton panier, etc. Alors, tu es encore obligé de payer, mais bon, c'est une question, c'est une question de temps pour que ça se fasse, que le paiement se fasse automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est de faire des benchmarks, enfin des comparaisons. Tu veux acheter, je sais pas quoi, une cafetière électrique, et tu lui dis, voilà, fais-moi le comparo de tout tel et tel modèle de cafetière, et il te fait des tableaux à merveille. Et ensuite, si tu veux, il te commande. T'adorerais ça, toi. T'adores les tableaux comparatifs. Moi, je fais beaucoup de tableaux avec OpenAI. Je lui fais comparer des poires et des pommes. Enfin, non, mais des tas de choses. Ouais. Et puis, il commence à me connaître, donc il me dit, tu veux un tableau? Mais c'est fou, les propositions qui suivent. Là. Mais je veux revenir sur ce que François dit. Ce qui est surprenant, mais évidemment, bon, on est dans le mode freemium. Donc, l'idée, c'est qu'on veut pousser l'achat en ligne comme ça. Mais pour le moment, il touche aucun sou dans les transactions et on n'est pas dans la sponsorisation. C'est-à-dire qu'on y va avec les requêtes des données organiques, ce qui va chercher plus d'intérêt, par exemple, pour revenir à ta cafetière ou à un jambon, c'est ceux qui ont les meilleures cotes qui vont sortir. Et ça, je trouve ça intéressant. Évidemment, c'est pour que le plus grand nombre de gens puissent y toucher. Mais j'ai l'impression que très rapidement, déjà qu'on parle de publicité dans une prochaine version de ChatGPT en version gratuite, là, il faut qu'il rentre de l'argent, ça c'est important, mais deuxièmement, c'est l'accès à des données. Et son idée de lancer un réseau social qui ferait de la concurrence à Blue Sky ou à X ou peu importe, c'est pour aller chercher de la donnée. Si on veut faire l'acquisition d'un Chrome, c'est pour avoir accès à de la donnée. Et c'est ça qui est au cœur de cette course-là, c'est d'essayer à la fois de faire des revenus, mais aussi d'accéder à des données. Et il faut regarder toutes les prochaines acquisitions qu'ils sont en train de faire. S'ils se lancent dans le commerce, pourquoi? Pour voir ce qui intéresse les gens. Et s'ils vont faire des courses pour eux, c'est autant d'informations auxquelles ils vont avoir accès avec les comparatifs, tout ça. C'est que du bonheur pour eux. Parce que là, ils ont une raison pour aller chez un commerçant en disant « Non, on vient pas piller votre banque de données. » On vient vous amener des clients, sauf qu'en même temps, on va tout ramasser ce que vous avez comme connaissance sur votre site. Alors, et pendant ce temps-là, tu as Google qui tremble. C'est ça qui est incroyable. C'est sûr. Eux, ils n'ont rien vu passer. Hein. Mais le truc du shopping, c'est formidable. C'est un boulevard. Ça va être un boulevard ensuite pour faire ce qu'a fait Google, c'est-à-dire insérer des liens sponsorisés. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, les réponses sont organiques, c'est-à-dire qu'elles sont pures, entre guillemets, elles sont bio. Mais après, tu auras 3 réponses sponsorisées en tête de gondole. C'est vrai, sur la donnée, oui, on ne se rend pas bien compte de cette espèce de bataille de fond, de guerre pour la donnée. Et tous les investissements sont là-dessus. Moi, je pense qu'il, par exemple, il pourrait racheter la sécurité sociale en France, tu vois. Parce que il nous sauverait, et puis 2, ils auraient de la data. Et puis il ferait une bonne affaire surtout. Et il ferait une bonne affaire. On peut essayer de monter un coup, non? Partons une rumeur. C'est pas ce que Dodge voulait faire avec Grok. Aller chercher toutes les données américaines et les balancer dans son ex-AI. Oui, bien sûr. J'en discutais hier avec des jeunes ingénieurs qui travaillent dans l'IA, qui me parlaient de Mistral, qui sont français, qui me parlaient de Mistral, et qui me disent ouais, mais Mistral c'est bullshit. C'est dur, hein, mais pas bullshit, mais ils me disaient leurs modèles sont pas terribles. Et pourquoi leurs modèles sont pas terribles, disait-il, parce que ils ont trop de pudeur. Ils respectent la loi, ce que font pas les Américains. Donc, ils ne s'entraînent que sur les données auxquelles ils ont droit d'accéder. Autorisés. Ils font pas du scrapping comme les Américains, ce qu'ils font depuis des années, comme tous les autres, voilà. Et 2, aussi, l'une des explications pourrait être le manque de ressources matérielles, en fait. Ils ont beau avoir un deal avec Azure de Microsoft, accès donc normalement à de la puissance de calcul, ils sont encore
en retrait par rapport à d'autres. Et par exemple, c'était aussi parce que là, je suis dans un petit écosystème avec beaucoup de gens qui travaillent dans toutes les boîtes tech en ce moment, donc c'est assez inspirant. Ça doit être top. Ouais, c'est vraiment bien. Et qui me parlait notamment des projets de Meta en matière de data center. Meta est en train d'ouvrir des data centers partout à travers le territoire américain. Alors que Microsoft est en train de se retirer du dossier. Ouais. Intéressant, ça. Et des trucs de folie. Ils vont ouvrir, je ne sais plus dans quel état, un data center qui fait, paraît-il, la moitié de la taille de Manhattan. Ouais, ça doit être au Texas, ça. Oui. Ça va être truc de fou. Et tout ça, voilà, ça fait du processing. Et face à ça, notamment le petit Mistral et les autres ont un peu de mal. Ouais. Voilà, enfin, fin de la parenthèse. Et OpenAI continue à caracoler. Mais bon, on va tenir bon quand même. Il y a quand même un truc qui est étonnant. Donc cette histoire de racheter Chrome, vous avez vu, d'abord, Chrome n'est pas à vendre, il faut quand même le rappeler. Pas pour le moment. Pas pour l'instant, mais l'histoire... Mais t'as les rapaces qui tournent autour quand même. Exactement, t'as les vautours qui tournent, tu sais, tout à fait. C'est dingue. Hein. Puisque l'idée, en 2 mots, pour les gens qui nous écoutent, c'est que Google a des démêlés avec la justice américaine qui a demandé le démantèlement et notamment qui revendent Chrome, qui contribuerait à leur situation de monopole. Donc, il y a OpenAI qui a dit qu'il serait intéressé, Perplexity qui a dit qu'il serait intéressé, Yahoo qui sort du bois, DuckDuckGo. Tout le monde veut racheter Chrome. Finalement, c'est vrai que le navigateur, c'est la porte d'entrée ultime vers un univers incroyable de business derrière. Quoi. La il y a pub juste et tout Microsoft qui n'a pas levé la main. Il me semble qu'il devrait revenir dans le décor. Quoi. Oui, il pourrait. Mais tu sais, Microsoft... Avec leur Bing, et avec leur Edge, surtout, ils ont du mal. Hein. Ouais. C'est compliqué. Hein. Mais tu vois, c'est vrai que on peut se poser la question, qui pourrait racheter Chrome? Et c'est vrai qu'OpenAI pourrait racheter Chrome, ça serait pas mal. Mais moi, je trouve que Chrome est tellement imbriqué, impliqué dans Google, ça va être compliqué. D'ailleurs, il y a un porte-parole de Google. T'as raison. Pardon? C'est ce que dit Google. Que, en fait, il y a un porte-parole de Google qui disait justement, mais en fait, Chrome sans Google, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est vraiment la vitrine de Google, de tous les services Google. Parce que mais si tu mets Chrome, si tu prends Chrome, pardon François, tu prends Chrome, ok, tu le coupes un peu de Google, mais tu le plugs par exemple sur OpenAI, tu récupères le fonds de commerce, les utilisateurs, hein, les 90% d'utilisateurs dans le monde, 70% dans le monde, 90% en Europe. Ah oui. Et puis derrière, c'est OpenAI qui devient le moteur de recherche dominant. Ouais. Ils ont beaucoup de requêtes, hein. Ils ont intérêt à assurer. Ah oui, tout à fait. Ça, exactement. Il va falloir racheter des cartes graphiques. Hein. Et là, tu as Jensen Huang de Nvidia qui se frotte les mains. Vous avez vu, Jensen Huang vient à Paris. Ouais, trop bien. Il sera à Vivatech. Keynote, c'est cool. Patron de Nvidia. Ce sera le Elon Musk de cette édition. Exactement. Il présentera une keynote, d'ailleurs. Wow. Beaucoup. C'est bien. Après, c'est le mec qu'il fallait avoir cette année. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, ils sont forts, les organisateurs de Vivatech, quand même. Hein. Ils arrivent toujours à trouver les... Maurice Lévy, les bons la team. C'est vrai. Mais quelle édition, hein? Nvidia et le Canada. Moi, Oh là là. Non, mais moi, je dirais même mieux. Non. Jensen Huang, Bruno Guglielminetti. Exactement. Les deux seront là. Incroyable. Génial. Il nous tarde de te voir, en tout cas, Bruno. Ça va être cool. Ah ouais, ça va être chouette. On t'attend avec impatience. Je voudrais qu'on reste sur l'IA, mais on va prendre un peu de hauteur. Bruno, c'est toi qui vas nous parler de ça, parce que tu as fait un article là-dessus sur ton site. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, qu'est-ce que tu as fait encore? Tu as encore fait un article sur Geoffrey Hinton, qui, une fois de plus, tire la sonnette d'alarme face au danger de l'intelligence artificielle. On va tous mourir. Oui, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que depuis qu'il a repris son droit de parole en quittant l'empire Google, c'est que ça qu'il dit. Depuis les débuts. Comme Joshua Bengio. Oui, c'est exactement. Tu as les 3 parrains. Hein? Tu as Yann LeCun qui, lui, est un jovialiste né,
évidemment, parce qu'il est payé par les gens de Meta, il y a de quoi pousser dans ce sens-là. Mais le jour où il va prendre sa retraite, moi, j'ai hâte de l'entendre. Oui, et d'entendre son vrai discours. Exactement. C'est vrai. Et je dis pas qu'il ment, mais il y a quand même un serviteur à qui il doit rendre hommage de temps en temps, et surtout pousser sur la chandelle pour que la protéger du feu. Mais les deux autres qui sont indépendants, puis tu te souviendras, Jérôme, quand on a parlé à Yoshua Bengio, à un moment donné, je lui avais posé, est-ce que ça vous permet une liberté, justement, de ne plus travailler pour les IBM et les autres de ce monde? Il dit oui, et c'est de ça dont je suis le plus fier. Et quand on voit Hinton, c'est la même chose. Il a cette liberté et il est maintenant très critique par rapport à ce qui est devenu leur recherche. Et c'est ça. Ouais. Mais on est vraiment dans... Oui, pardon. Non, mais le discours est un peu toujours le même, c'est de dire l'IA c'est formidable, ça va nous faire des progrès incroyables en médecine et dans plein d'autres domaines, dans l'industrie, etc. Il y a des trucs fabuleux. Je ne sais plus qui disait récemment, c'était pas Hinton, hein, mais là, donc pour le côté positif, l'IA, c'était Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, disait l'IA, c'est la fin c'est l'ouverture vers l'opulence. C'est-à-dire, ce sera une gestion tellement intelligente des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, donc production, approvisionnement, etc., que c'est la fin des pénuries à tous les étages. Enfin, tu vois, un truc complètement, un horizon absolument magnifique. Et Geoffrey Hinton, il reconnaît tout ça, mais il dit, le problème, c'est que là, on part dans toutes les directions sans filet, piloté par l'intérêt économique, évidemment, l'intérêt commercial. Personne ne réfléchit à rien, aux conséquences, effectivement. Qu'est-ce que ce sera qu'un monde sans travail, peut-être, ou en tout cas avec beaucoup moins de travailleurs? Qu'est-ce que ce sera qu'un monde où la machine sera plus intelligente au sens du QI? Ça, c'est le discours de Laurent Alexandre. La machine va être plus intelligente que l'homme. Donc, finalement, dès que tu as un doute, tiens, comment résoudre une crise économique? Tiens, est-ce que je dois aller en guerre contre la Russie? Eh ben, c'est la machine à qui on va demander son avis. Non, mais c'est ça la réalité. Et ceux qui aujourd'hui fabriquent ces outils-là s'en contrefichent de tout ça. Ils s'en occupent pas. Et j'entendais dans un podcast Michel Lévy-Provençal qu'on connaît, François, qui est l'organisateur des conférences TED à Paris, qui disait mais Sam Altman, il est assis sur le toit du monde aujourd'hui. Ce qu'il fait est formidable, mais il a une responsabilité incroyable. Or, il ne propose aucune vision, aucun modèle de société. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je trouve que ce n'est pas aux innovateurs de proposer le modèle de société. Ils ne peuvent pas tout faire et puis quand tu as le nez sur le guidon, tu ne peux pas, tu n'es pas le meilleur juge. Mais la question est malgré tout bonne. Surtout quand il y a des considérations commerciales au milieu, tu vois. Et voilà. Mais malgré tout, la question est bonne, c'est où est-ce qu'on va ? Et alors là, je prends un peu de hauteur par rapport à tout ça, mais c'est là où des gens comme Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio remettent un peu l'église au centre du village, si on peut dire, en disant « Les amis, le monde est en train de changer en profondeur, mais très très profondément, et on ne soupçonne pas à quel niveau, et personne ne réfléchit à la suite. » On est arc-bouté sur des problèmes immédiats, des petites choses en fait conjoncturelles. C'est ça qui est quand même un petit peu effrayant, un peu vertigineux. Et je sais pas, puis surtout que je pense, à un moment donné, il y a peut-être avant 2 ans et demi, là, quand ChatGPT est sorti, il y avait quand même des barrières avant de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, j'ai regardé un sondage qui est passé, là, qui est sorti par Microsoft, qui parle notamment du boulot de prompt engineer, ingénieur en requête, qui maintenant, juste il y a 1 an, là, c'était un boulot que tu pouvais décrocher à 200-300 000 $ américains par année pour être un expert de la requête. Aujourd'hui, c'est n'importe quel, et je pèse mes mots, imbécile qui a une idée, mais vraiment une mauvaise idée, peut utiliser. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est devenu tellement simple que tu poses une question et quand l'IA elle-même se dit « Est-ce que tu veux bien dire ça? » Elle permet elle-même à n'importe qui, avec de mauvaises intentions, de peaufiner sa requête pour aller faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la vaste majorité de la société.
Ça, je trouve ça. C'est vrai que le métier a été dévalorisé. C'est un peu comme les spécialistes du SEO, du référencement. Ben oui. À une époque, c'était les rois du monde. Et puis aujourd'hui, bon, voilà, ça a quand même beaucoup perdu en valeur. Mais sur les prompts, c'est vrai que c'est incroyable. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, il m'est arrivé quelquefois de demander à ChatGPT de générer ses propres prompts. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de me demander quelle question je vais lui poser, je pars de ce à quoi je veux arriver. Et je lui dis, voilà, moi, je voudrais arriver à ça. Comment je peux te poser la question? Et là, il crée ses prompts et tu lui rebalances et puis ça marche. Et Perplexity AI, c'est la même chose. Tu lui poses une question et là, tout de suite, après avoir répondu à ta question, il te génère au moins 5 propositions d'autres questions qui ont attrait avec ta question. Et tu dis, c'est vrai, j'avais pas pensé à celle-là. Et tu cliques, puis la réponse arrive tout de suite. C'est du Google Search à 300%. Là. Oui, vas-y, François. Puisqu'on parle de Perplexity, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le patron de Perplexity qui s'est amusé un petit peu il y a quelques jours à chambrer Apple avec Siri. Non, vous avez suivi ça? Non. En fait, il y a eu une mise à jour sur l'iPhone avec l'appli Perplexity qui permet maintenant de pouvoir dialoguer avec Perplexity comme on le fait avec Siri ou avec OpenAI, avec ChatGPT. En fait, Perplexity arrive malgré tout à rentrer un peu dans le système de l'iPhone et arrive à faire des choses que Siri ne fait pas. C'est-à-dire que c'est incroyable. En fait, on peut discuter avec Siri pour lui dire, tiens, envoie un mail à Bruno avec Jérôme en copie pour savoir quand est-ce qu'on enregistre le prochain grand débrief. Et en fait, on lui parle de manière naturelle. Il va faire le mail propre. Qui va partir depuis l'appli mail d'Apple, de l'iPhone. Il y a plein d'autres trucs. On peut lancer la musique. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la nouvelle version la version vocale de Perplexity, qui a été exactement. Exactement. Et je trouvais, voilà, il y avait le patron de Perplexity qui taquinait un petit peu Apple en disant, regardez. Et alors j'ai pas accès à toutes les API parce que vous bloquez tout. J'arrive à faire quand même des trucs, quoi. Aravind Srinivas, le patron de Perplexity. Ouais. Et ça te laisse sans voix, Bruno. Je suis bouche bée. Tu es bouche bée. Non, mais c'est absolument génial. C'est génial. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, attendez, laissez-moi regarder un peu l'heure, parce qu'il faut que je surveille l'heure. Moi, j'avais une question à Bruno. Oui, vas-y. J'ai peut-être une réponse à François. C'est quoi ce casque? Tu as un nouveau casque? Oui! Oh, t'as remarqué! Je me demandais qui allait remarquer. Oui, c'est un beau petit casque. C'est Bayer Dynamic, une entreprise allemande qui fabrique ces superbes casques-là. C'est un classique, ça. On le trouve dans les studios de radio et tout. Oui, je le sais. Mais je n'étais pas rendu là dans ma tête. Ouais. Et là, ça a changé. C'est tellement... c'est ça, c'est un casque de qualité de studio, d'enregistrement. Et j'en ai eu, ça fait 35-40 ans que je fais dans le boulot, dans le son. J'en ai eu des casques sur la tête. Mes préférés étaient les AKG, les gros AKG. Ouais. Et là, je retrouve l'expérience du début, mais ce qui est plus embêtant, c'est que je réécoute des productions que j'ai fait avec d'autres casques. Et je me dis... j'aurais peut-être pu travailler ça ici. C'est vraiment fou. Mais c'est un beau cadeau que je me suis fait, passant presque le plus clair de mes journées avec un casque sur la tête. Alors, t'as raison, Jérôme. Moi, ça a été mon casque pendant des années quand je bossais à RMC. Il y avait que des Bayer Dynamics, quoi. Et c'est des super casques, hyper costauds en plus. Très confortables. Aussi parce que quand tu fais des émissions qui durent des heures et des heures, t'es content d'avoir un casque que tu ne sens pas. Et puis le son, surtout, très bon son. Et j'en suis rendu là parce que moi, j'étais depuis quelques années un fervent utilisateur des Rode. Les Rode, je pense que c'est MT100, quelque chose comme ça. Mais mon problème, c'est que chaque année, je devais en racheter un parce qu'il y avait toujours un morceau qui tombait. Et là, j'étais tanné. Donc, si c'est pour une mission éphémère, les Rode, je vous les recommande. Mais si vous voulez un investissement sérieux, là, parce que, c'est quand même pas donné. Bruno, ça? Écoute, en dollars canadiens, c'est avec les taxes et tout, c'est environ 300 $. OK. C'est le prix d'un bon ça fait quoi? Exactement, Ouais. Donc, en euros, ça fait combien, ça? Ça doit faire 95 €. Non. Non. C'est fou. Non, on est peut-être autour de 175-200 €.
Mais il n'est pas Bluetooth, en revanche. C'est du filaire, les amis. Non, mais je m'en fous tellement. De 190 €. C'est mieux. Parce que j'ai filaire. pas de latence. Attends, bien sûr. Mais c'est pas très cher, 190 €, 200 € pour un casque pro comme ça. Non, c'est vrai que c'est pas cher. C'est pas cher. Ça, c'est l'édition 770. C'est une édition limitée que je me suis payé, là. Mais non, et ça vaut vraiment la peine. Par M. Beyer et M. Dynamique. Oui, exactement. Les frères Beyer et Dynamique. Ah, c'est bien quand on parle de nos trucs shopping comme ça. Moi aussi, j'ai fait du shopping ce mois-ci. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es acheté? Du gros j'ai renouvelé mon ordinateur. Donc, parc informatique. J'ai renouvelé tout mon parc informatique, 100% du parc. Voilà. Donc, j'ai changé de MacBook Pro. Et je suis vachement content parce que, d'abord, évidemment... Est-ce que c'est ça que tu utilises présentement? La caméra tout à fait. Okay. Et là, c'est la webcam du MacBook Pro. C'est pas mauvais quand même, hein. Donc déjà, je suis passé du 14 pouces au 16 pouces. Je suis passé du M1 au M4. Donc évidemment, ça va plus vite, tout ça, machin. Ouais. Est-ce que tu le sens? Non, honnêtement, si un peu sur le montage vidéo, mais pour le quotidien, oui, ça va plus mais vite. tu dois avoir plus de mémoire vive, je pense. Alors ça c'est un vrai sujet parce que c'est un problème sur la mémoire vive sur les Mac parce que c'est de la mémoire partagée qui gère tout. Et je pense que j'ai un petit peu fait la même bêtise que sur la version précédente. J'avais 16 gigas sur mon M1, là j'ai pris 24 gigas, mais j'ai encore des messages d'alerte quand tu vois il y a Final Cut et Chrome et machin qui sont ouverts en même temps. Il y a au secours. Ça accapare tout. Oui, bien sûr. Donc ça c'est assez énervant. S'il faut mettre 40 gigas et vu le prix de la mémoire chez Apple, si tu veux. Donc, en plus, j'ai plutôt mis le prix sur le disque dur où j'ai opté pour 1 Tera. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant et qui est plus... L'écran. J'ai acheté l'écran qu'on appelle nano texturé, c'est-à-dire l'écran mat d'Apple. Et alors, c'est super intéressant. Et là, je voudrais faire un petit retour d'expérience pour les gens que ça intéresse et les acquéreurs potentiels. Il y a beaucoup de reviews sur Internet. Moi, j'étais allé lire plein de trucs, regarder des vidéos sur l'écran nano texturé. Alors, les gens disent oui, c'est bien, c'est pas mal et tout, mais attention, on perd un petit peu en réalisme des couleurs, on perd en profondeur des noirs. Machin bidule et tout, et franchement c'est une merveille. Moi je trouve que tu perds pas du tout, l'écran est d'une qualité incroyable et cet aspect mat, je me mets dos à une fenêtre et je n'ai plus les reflets que j'ai sur les nains. Et tu vois, c'est des reflets même auxquels on ne fait pas forcément attention. Je suis repassé sur mon ancien Mac à un moment et je me dis oh là là, mais c'est horrible tous ces trucs qui brillent dans tous les sens. Et là, c'est un confort d'image, avec ce côté un peu qui fait presque un peu comme du papier en fait. Hein, oui. Le côté écran mat, c'est très 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 agréable. J'aime beaucoup cet écran nano texturé. Et pour regarder des films, tout ça, c'est pas gênant? C'est pas ce que je fais sur mon ordi, donc non, c'est pas gênant. Mais là, je vous vois en vidéo et franchement, l'image est d'une clarté, d'une brillance incroyable. Non, mais ça, ce sont nos propos. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Quand tu parles de brillance. Là, évidemment. Alors, Bruno et moi-même sommes nano-texturés. Ouais, tout à fait. Nano-texturé. Mais apparemment, nano-texturé, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de mettre un filtre matifiant. Hein, c'est vraiment dans la structure même de la dalle. Hein, Ils ont même des iPad Pro avec cette technologie. Et ils avaient commencé avec ça, d'ailleurs. Ils avaient commencé avec un modèle d'iPad Pro, je crois, en écran comme ça. Et ensuite, ils l'ont mis sur le MacBook Pro. Et... vraiment je recommande. Évidemment tu es obligé d'acheter la petite lingette à 35 € ou à 25 € qui va avec, hein, parce que sinon évidemment c'est Apple, bien sûr, non, tu vas pas essuyer ça avec un sopalin, tu comprends. Donc tu as fait péter la carte bleue quand même, hein, Jérôme Colombin. Oui, mais c'est un investissement de travail aussi, hein. Oui, bien sûr, c'est un investissement de travail, on est d'accord. Le précédent avait 3 ans et demi, je pense que c'est raisonnable, hein. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que maintenant il vit aux États-Unis et plus en France, plus les moyens. Et voilà. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut vite qu'il rentre aussi, hein, parce qu'ici tu vas 3 fois au restaurant et à New York et ça te coûte le prix d'un MacBook Pro, hein. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est chéro. Bon, François, t'as fait du shopping toi cette année, du shopping de geek ces dernières semaines, non? T'as acheté quoi, du carrelage? Il est plutôt dans un trip carrelage robinetterie si tu veux. Oui. J'avoue. On vous dira pourquoi un jour. Mais oui. Non, écoute, non, j'ai pas eu le temps de me plonger dans un truc tech particulier là ces derniers temps. T'as pas essayé un nouveau téléphone? T'as pas... Non.
Il n'y en a pas beaucoup des nouveaux téléphones. Hein. Ben, il y a le 9. Le 9A. Oui, qui vient de sortir. Là. Oui. Que j'ai eu en main, qui a l'air très sympa. Ouais. Ben, moi, je suis en train de le tester. C'est quoi ça, le 9A? J'ai complètement... c'est le nouveau Pixel. Voilà, le nouveau Pixel Google. qui est aux alentours des 550 € et qui est une excellente affaire, franchement. Ouais. Il y a Nothing aussi, la marque Nothing qui monte, qui fait du... Moi, au début, je regardais ça avec beaucoup de circonspection. Je me disais, tiens, encore une bande de marketeurs qui ont fait un truc transparent pour se faire remarquer. Ouais. Ils vendent pas Non, mais qui vendent rien. Avec un nom comme Nothing. Il faut savoir que derrière, il y a du beau monde. Hein. Il y a quand même le fondateur de OnePlus. Hein, et c'est un gars qui est assez costaud. Hein. Il est très très bon. Hein. Donc, à suivre. C'est avant tout du marketing, tu es d'accord? Oui, mais ils ont un design particulier. Ils ont un Android qui est pur. Voilà, il y a quelques petits trucs qui plaisent aux fans, aux geeks. Et qui sont prêts à acheter du Nothing. Et moi, j'ai testé les écouteurs qui sont pas mauvais du tout. Les écouteurs Nothing, ils sont vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'ils ont un look très très particulier, ce côté très transparent. Ça vient chercher l'œil. Ouais. C'est pas comme les machins que tu as dans les oreilles, là, François, actuellement, là, sans vouloir dire. Hein. Puisqu'il faut peut-être préciser que ce ne sont pas des boucles d'oreilles. C'est mes petits écouteurs JVC, filaires, les amis, pour ne pas avoir de latence. Le son est excellent. Et voilà. Même, ça fait sonner les d'ailleurs, ça sonne. Et ça fait sonner chez moi à l'instant. Bon, écoute, c'est le gong. C'est le gong qui va marquer la fin de cette émission. Et elle est pressée, visiblement. Mais c'est intéressant parce qu'on a vu Jérôme se... Attends 2 secondes, je reviens. Excusez-moi. Vas-y, fais ta vie, bien sûr. Mais je veux dire, remarque, Jérôme, on t'a vu étendre le bras et là, on entend... Je vais lui couper sa caméra quand même, non? Parce qu'on va pas pénétrer dans l'intimité de François Sorel. Mais laisse le son quand même. Oui, je laisse le son, bien sûr. Mais ouais. T'es revenu ou pas, François? Non, il dit qu'il fait pas d'achat, mais apparemment c'est un livreur quand même. Hein. Il se fait livrer. Hein. C'est quand même le podcast le plus décousu de toute la blogosphère, n'est-ce pas? Blogosphère, t'as vu le terme que j'ai sorti là? Je te félicite. Ce mot qui n'existe plus, la blogosphère, ça date du Minitel en fait. Bah oui, exactement. Ça date des blogs. Bon, j'étais sur le point de faire mes adieux, et puis de vous remercier encore chaleureusement. On se voit quand, Bruno, alors? On se voit à Vivatech bientôt, hein, c'est ça? Oui, mais sinon, on se voit virtuellement dans la prochaine édition de Mon Carnet et Mon Numérique. Puisque, bien sûr, on se retrouve toutes les semaines dans Ton Carnet et dans Mon Numérique. Je regarde si François est revenu. On dirait un aquarium. Ouais. Ah, c'est joli, là. C'est sympa. Voilà. La livraison on entend la livraison. Génial. Bonjour. Ouais. Moi, je vais faire un peu de ménage, là. Je reviens, les amis. Excusez-moi. Génial. Tu vois que tu fais des achats quand même. Et tu félicites ton caméraman qui t'a suivi achats, pendant... Oui, c'est pratique, hein. Ouais. J'avais coupé la caméra par privacy, par souci de respect de ta vie privée. Mais on écoutait quand même. Ben voilà. Ouais. Au cas où ça on en était où? On se disait au revoir, là? On était en train de se dire au revoir, ouais, tout à fait. Allez. On était en train de dire que Bruno et moi, on se retrouve toutes les semaines dans nos podcasts respectifs. Et puis qu'on l'attendait, bien sûr, très bientôt à Vivatech. Et toi, François, on te retrouve toutes les semaines, tous les jours, même de la semaine. Sur Tech & Co, BFM Business. Tu y vas là? Tu bosses aujourd'hui? Eh oui. Oui, parce que je sais pas quelle heure il est chez vous, mais là il est 16h. Je vais. Alors on a bien checké tous les sujets pour ce soir, et on sera là dès 20h tout à l'heure. C'est bien. Tu parles de quoi? Tu sais. On va parler de Kuiper avec les premiers lancements des satellites de Jeff Bezos. On va parler justement de ce qu'on disait d'OpenAI et de ChatGPT qui commencent à faire du shopping. Voilà, il y a plein de sujets. Ça va être sympa ce soir. C'est cool. Bon, évidemment, quand vous entendrez ça, l'émission sera passée, elle sera déjà en ligne, elle sera disponible sur le site. Évidemment, en replay, évidemment. Exactement. Bon, les amis, je vous remercie beaucoup. Un grand merci. Je vous dis au mois prochain, si vous êtes d'accord. On se retrouve pour un prochain épisode du Grand Débrief. À écouter chaque mois sur le fil du podcast Monde Numérique en audio et puis à regarder en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Salut. Salut, bye. À très vite. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.